Dans les archives municipales de la ville de Vassouras, dans la vallée du Paraíba, repose un document daté de 1858 qui ne devrait pas exister. Un registre incomplet, partiellement brûlé, dont les pages survivantes recensent 73 noms suivis d'une seule annotation répétée. Mort par accident de travail. 73 accidents, sur la même plantation, en moins de 4 ans. Et puis, dans la marge du dernier feuillet, une note griffonnée d'une main tremblante. « Dieu nous pardonne ce que nous avons permis. Le sang de Domingos Ferreira crie encore depuis la terre. Si vous nous écoutez en ce moment, peu importe d'où vous venez, sachez que cette histoire pourrait avoir eu lieu près de chez vous. Le mal n'a pas de frontières. Abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous lisons chacun de vos messages. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé dans cette plantation, loin de tout, où la mort était devenue une routine et où un homme a défié le système qu'il avait créé. L'année 1854 marque l'apogée de la production caféière dans la vallée du Paraíba. Cette région fertile, nichée entre Rio de Janeiro et São Paulo, qui a fait la richesse de l'empire du Brésil. Les fazendas se sont multipliées sur ces terres rouges et vallonnées, transformant la forêt atlantique en mer de caféiers à perte de vue. C'est l'or vert qui nourrit les caisses impériales, qui finance les palais de Pétropolis, qui permettent aux barons du café de rivaliser avec l'aristocratie européenne. Mais cette richesse a un prix que personne ne veut calculer. Un prix payé en sueur, en sang, en vie brisée. La Fazenda Santa Luzia s'étend sur plus de 2000 hectares de terres ondulantes. Elle appartient à Joaquim Rodrigues da Costa, un homme de 62 ans qui a fait fortune dans le commerce du café et qui possède près de 400 âmes, comme on dit pudiquement à l'époque, pour désigner les esclaves. C'est une des plus grandes propriétés de la région. Une machine parfaitement huilée qui produit chaque année des tonnes de grains précieux destinés aux marchés européens. Le Senhor da Costa vit la plupart du temps à Rio de Janeiro, dans son élégant sobrado du quartier de Botafogo. Il ne visite sa plantation que 2 ou 3 fois par an, préférant déléguer la gestion quotidienne à des administrateurs de confiance. C'est une pratique courante parmi les grands propriétaires, être physiquement absent tout en restant le maître absolu. Cette distance permet de maintenir l'illusion de la civilisation, de ne pas voir de trop près les rouages sanglants qui produisent leur confort. La fazenda elle-même ressemble à un petit village autonome. La Casa Grande, blanche et imposante avec ses colonnes néoclassiques, domine une place centrale où se dressent la chapelle, l'entrepôt et les bureaux administratifs. Plus loin s'étendent les terreiros, ces vastes espaces pavés où le café est mis à sécher au soleil. Les installations de transformation, les moulins, les greniers, et puis, à bonne distance de la demeure principale, les senzalas, ces longues bâtisses basses où sont parqués les esclaves. Des structures en torchis et bois, sans fenêtres véritables, où règne une chaleur suffocante le jour et une humidité glaciale la nuit. Le paysage environnant est d'une beauté cruelle. Les collines couvertes de caféiers dessinent des vagues vertes jusqu'à l'horizon. La forêt originelle ne subsiste que sur les crêtes les plus escarpées, formant une ligne sombre au loin. Le climat est capricieux. Des pluies torrentielles de décembre à mars, puis une sécheresse qui fendille la terre. La chaleur peut devenir étouffante, particulièrement dans les vallées où l'air stagne. C'est dans ce décor que se joue quotidiennement un drame humain d'une ampleur difficile à concevoir. Près de 400 personnes vivent ici dans une condition qui n'a de nom dans aucune langue civilisée. Des hommes, des femmes, des enfants arrachés à l'Afrique ou nés dans les senzalas, propriété légale d'un homme qu'ils ne voient presque jamais. Leur vie est réglée par un système d'une précision implacable. Levé avant l'aube, travail au champ jusqu'au coucher du soleil, ration minimale de haricots noirs et de farine de manioc, retour au senzala sous surveillance, porte verrouillée de l'extérieur. La société de la fazenda reproduit en miniature les hiérarchies de l'empire. Au sommet, le propriétaire absent.
Juste en dessous, l'administrateur, un Portugais nommé Antonio Silveira, qui vit dans une maison confortable près de la Casa Grande. Puis viennent les employés libres, le médecin qui passe une fois par mois, le chapelain qui célèbre la messe le dimanche, les comptables, les artisans spécialisés. Et enfin, la masse des esclaves, elle-même divisée en catégories, les esclaves domestiques qui travaillent à la Casa Grande, les artisans qualifiés, les ouvriers agricoles, et tout en bas, les esclaves des champs, ceux qu'on appelle les pesas, les pièces, comme du mobilier. Mais il existe une figure qui échappe à cette classification simple. Une fonction qui concentre tous les paradoxes et toutes les horreurs du système. Le feitor, le contremaître. C'est lui qui maintient l'ordre, qui surveille le travail, qui distribue les punitions. Et souvent, c'est un esclave lui-même, ou un ancien esclave affranchi. Un homme qui a connu l'oppression, et qui devient l'instrument de l'oppression. Un homme qui doit sa position précaire à sa capacité à terroriser ses semblables. En 1854, le feitor de la Fazenda Santa Luzia s'appelle Domingos Ferreira, et c'est le nom qui inspire le plus de terreur dans toute la vallée du Paraíba. Le premier mort officiel survient en avril 1854, selon les registres qui subsistent. Un homme nommé Thomas, 28 ans, mort suite à une chute dans le moulin. Le prêtre note l'accident dans son livre paroissial, le médecin signe un certificat. Le corps est enterré le soir même dans le petit cimetière réservé aux esclaves. Une parcelle de terre à l'écart, sans pierre tombale, sans cérémonie véritable. Mais les esclaves de la Fazenda racontent une autre histoire. Ils murmurent que Thomas n'est pas tombé, qu'il a été jeté, qu'il avait osé regarder Domingos Ferreira dans les yeux pendant trop longtemps, qu'il avait murmuré quelque chose que le contremaître avait interprété comme de l'insolence, et que, pour cette transgression microscopique, il a été traîné jusqu'au moulin et précipité dans les engrenages en marche. Les murmures sont dangereux dans une plantation. Ils peuvent se propager comme un incendie, éroder l'autorité, inspirer la rébellion. Alors ils restent secrets, chuchotés seulement dans l'obscurité des senzala, transmis par des regards, des silences chargés de sens. Personne ne parle ouvertement. Parler, c'est risquer de devenir le prochain accident. En mai, un autre nom s'ajoute au registre. João, 35 ans, mort d'épuisement par forte chaleur. En juin, c'est Maria, 19 ans, décédée suite à une fièvre soudaine. En juillet, 2 hommes et une femme. Août voit 4 nouveaux décès. Septembre en compte 5. Les chiffres augmentent de manière constante, presque mathématique. Et chaque fois, l'explication est banale, acceptable selon les standards de l'époque. Accident de travail, maladie, épuisement, chute. Les plantations sont des endroits dangereux après tout. La vie d'un esclave est brutale et courte. Les accidents arrivent. C'est le prix du progrès, du développement, de la civilisation qui s'étend sur ces terres sauvages. Mais certains commencent à remarquer. Un commerçant de Vassouras, qui fournit des outils à la Fazenda, s'étonne du nombre inhabituel de commandes pour des cercueils. Le médecin municipal, lors d'une conversation au club, mentionne qu'il doit signer beaucoup de certificats de décès pour Santa Luzia, plus que pour n'importe quelle autre propriété de taille comparable. Le prêtre qui dessert la Fazenda note dans son journal privé que les messes funéraires se multiplient d'une manière inquiétante. Mais personne ne pose de questions directes, personne ne demande à voir les corps, personne n'enquête vraiment. Parce que remettre en question la gestion d'une fazenda, c'est remettre en question le système lui-même. Et le système enrichit trop de gens, emploie trop de monde, structure trop complètement la société pour qu'on le remette en cause. Le seigneur d'Acosta, quand on lui fait rapport lors de ses brèves visites, hoche la tête avec une expression contrariée. C'est regrettable, bien sûr, mais Ferreira maintient l'ordre et la production n'a jamais été aussi élevée. Nous ne pouvons pas nous permettre de mollesse en ces temps difficiles. La production, toujours la production. Les chiffres qui comptent sont ceux des sacs de café expédiés à Rio,
pas ceux des corps enterrés sans cérémonie. Antonio Silveira, l'administrateur, tient des comptes méticuleux. Il note chaque décès, calcule les pertes en termes de capital, ajuste ses prévisions de rendement. C'est un homme pratique qui comprend que le système repose sur un équilibre délicat. Assez de terreur pour maintenir la soumission, mais pas au point de détruire complètement la force de travail. Il regarde les chiffres de mortalité avec un froncement de sourcils, mais il regarde aussi les chiffres de production, et ces derniers sont excellents. Ferreira a la main lourde, c'est vrai, dit-il au propriétaire lors d'une de ses visites. Mais il obtient des résultats. Les esclaves travaillent sans rechigner. Il n'y a pas de révolte, pas de fuite, pas de sabotage. La discipline est parfaite. Et c'est vrai, la discipline est parfaite. D'une perfection qui glace le sang. Les esclaves de Santa Luzia se déplacent comme des ombres silencieuses. Ils ne chantent pas pendant le travail, contrairement à d'autres plantations où les chants rythment la journée. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se regardent presque pas entre eux. Chacun est replié sur lui-même, enfermé dans une bulle de terreur privée. Car Domingos Ferreira a compris quelque chose que beaucoup d'autres contremaîtres n'ont pas compris. La terreur la plus efficace est celle qui est imprévisible. Il ne punit pas seulement les fautes réelles. Il punit les fautes imaginaires, les intentions présumées, les pensées qu'il prétend lire dans les yeux. Il frappe au hasard, selon son humeur, créant une atmosphère où personne ne se sent jamais en sécurité, où la survie semble dépendre du pur hasard. Un esclave peut travailler parfaitement pendant des semaines, puis recevoir une correction brutale pour un regard mal interprété. Un autre peut commettre une erreur mineure et ne recevoir qu'un avertissement verbal. Cette incohérence est calculée. Elle brise la capacité à anticiper, à planifier, à développer des stratégies de survie. Elle réduit chaque personne à un état de vigilance épuisante et permanente. Les punitions physiques sont fréquentes et publiques. Le tronc, cette structure de bois où l'esclave est attaché pour recevoir le fouet, est utilisé presque quotidiennement. Mais Ferreira a développé des méthodes plus subtiles, plus psychologiques. Il sépare les familles, vendant soudainement un enfant ou un conjoint à une autre fazenda sans explication. Il force les gens à se dénoncer mutuellement, créant une atmosphère de suspicion généralisée. Il organise des châtiments collectifs pour les fautes individuelles, garantissant que personne ne peut se sentir solidaire de personne d'autre sans risquer sa propre peau. Et les morts continuent. Officiellement, ce sont des accidents, mais dans les Sensala, on sait. On sait que Fernando n'est pas mort d'une morsure de serpent, mais qu'il a été battu à mort pour avoir osé demander un peu plus de nourriture. On sait que Catarina ne s'est pas noyée en lavant du linge à la rivière, mais qu'elle a été maintenue sous l'eau jusqu'à ce qu'elle cesse de se débattre. On sait que Miguel n'est pas mort d'une chute de cheval, mais qu'il a été traîné derrière l'animal pendant des kilomètres. Mais savoir et pouvoir agir sont deux choses différentes. Dans l'univers clos de la fazenda, il n'y a pas d'appel possible, pas d'autorité supérieure à qui se plaindre. Le propriétaire est à Rio. L'administrateur ferme les yeux. Le prêtre se contente de prier pour les âmes. Les autres employés libres ont appris à ne rien voir, ne rien entendre. Et puis, quelque chose change. Un murmure différent commence à circuler dans les Senzala. Un nom prononcé avec un mélange de crainte et d'espoir. Benedito. Benedito arrive à la Fazenda Santa Luzia en novembre 1854, par un après-midi lourd où le ciel est chargé de nuages d'orage. Il fait partie d'un lot de 30 esclaves, achetés lors d'une vente aux enchères à Rio de Janeiro, des hommes et des femmes provenant d'une fazenda de la région de Campos do Goitacazes, qui a fait faillite suite à une série de mauvaises récoltes. Les nouveaux arrivants descendent du chariot qui les a transportés, enchaînés les uns aux autres, épuisés par plusieurs jours de voyage sur des routes chaotiques. La plupart ont l'air brisés, le regard vide de ceux qui ont déjà abandonné tout espoir. Ils sont jeunes pour la plupart, sélectionnés pour leur force de travail potentielle. Antonio Silveira les inspecte avec l'œil d'un acheteur de bétail, vérifiant les dents, palpant les muscles, notant mentalement qui sera affecté au champ et qui pourrait avoir des compétences utiles.
Benedito est le dernier de la file. Il mesure près de 1,90 m, une taille imposante pour l'époque. Sa peau est d'un noir profond qui suggère une origine africaine récente, peut-être de deuxième génération. Il a environ 35 ans, estime Silveira, et son corps porte les cicatrices de nombreux châtiments. Des marques de fouet qui zèbrent son dos, une brûlure ancienne sur l'épaule gauche, une estafilade qui traverse son sourcil droit. Mais ce qui frappe le plus, c'est son regard, où les autres baissent les yeux, lui regardent droit devant lui. Pas avec insolence, pas avec défi, mais avec une intensité tranquille qui met mal à l'aise. Celui-là, il va poser problème, marmonne Silveira à son assistant. Mets-le directement sous la surveillance de Ferreira, il faut le briser rapidement. Les nouveaux esclaves sont conduits vers les senzalas. C'est là que Benedito voit pour la première fois l'environnement qui sera sa prison. Les longues bâtisses basses, les portes étroites, l'odeur qui émane de l'intérieur, mélange de sueur, de fumée et de désespoir. Et c'est là qu'il voit pour la première fois Domingos Ferreira. Le contremaître est en train de superviser la distribution du repas du soir, une tâche qu'il accomplit personnellement pour maintenir son contrôle sur chaque aspect de la vie des esclaves. C'est un homme de taille moyenne, peut-être 45 ans, avec une musculature nouée par des années de travail physique. Sa peau est claire, presque blanche, ce qui suggère un métissage ancien. Il porte des vêtements simples mais de meilleure qualité que ceux des esclaves. Une chemise de coton, un pantalon de toile, des bottes de cuir. À sa ceinture pend un fouet de cuir tressé, usé par l'usage fréquent. Ce qui frappe chez Ferreira, c'est l'expression de son visage. Ce n'est pas de la cruauté flamboyante, pas de la rage visible. C'est quelque chose de plus froid, de plus calculé. Une sorte de détachement clinique, comme s'il observait des insectes plutôt que des êtres humains. Ses yeux sont d'un brun presque noir, et il semble toujours en train d'évaluer, de mesurer, de chercher les faiblesses. Quand il voit Benedito, il s'arrête un instant. Les deux hommes se regardent. Le silence s'étire, chargé d'électricité. Tous ceux qui sont présents sentent que quelque chose de significatif est en train de se passer, même s'ils ne peuvent pas encore dire quoi. Puis, Ferreira sourit. Un sourire fin, presque amusé. « Ah, un grand », dit-il en portugais, avec un accent qui trahit ses origines populaires. « J'aime les grands. Ils font plus de bruit quand ils tombent. » Il s'approche de Benedito, tournant autour de lui comme un prédateur évaluant sa proie. « Tu as l'air fort, tu as l'air de celui qui se croit important, tu as l'air de celui qui pense qu'il peut résister. » Il s'arrête devant lui, levant légèrement le menton pour compenser la différence de taille. « Laisse-moi t'expliquer comment les choses fonctionnent ici, grand homme. Ici, tu n'es rien. Moins que rien. Tu es une peça, une pièce de propriété. Et moi, je suis celui qui décide si cette pièce reste entière ou si elle se brise. » Benedito ne dit rien. Il ne baisse pas les yeux non plus. Son visage reste parfaitement neutre, sans expression. Cette absence de réaction semble irriter Ferreira plus qu'une réponse insolente ne l'aurait fait. « Tu ne parles pas? Tu es sourd ou simplement stupide ?» Ferreira tire son fouet de sa ceinture, le fait claquer dans l'air. Le bruit sec fait sursauter plusieurs esclaves présents. Quand je te parle, tu réponds. Tu dis « Oui, Seigneur Feitor ». Tu baisses les yeux. Tu montres du respect. « Oui, Seigneur Feitor », dit Benedito d'une voix grave et posée. Mais ses yeux ne baissent pas. Il reste fixé sur un point au-dessus de l'épaule de Ferreira, techniquement obéissant, mais refusant la soumission complète. C'est une insolence subtile, presque imperceptible, mais Ferreira la sent. Et quelque chose dans cette résistance microscopique allume en lui une rage froide. « Tu vas apprendre », dit-il à voix basse. « Je te le promets. Tu vas apprendre ou tu vas rejoindre les autres dans le cimetière. C'est ta seule alternative ici. Obéir ou mourir. » Cette nuit-là, dans les senzalas, les anciens esclaves de Santa Luzia expliquent la situation aux nouveaux venus. Ils parlent à voix basse, conscients que les murs peuvent avoir des oreilles, que Ferreira a ses informateurs parmi eux. Ne le regarde jamais dans les yeux. Ne le contredit jamais.
Ne parle pas si on ne te le demande pas. Travaille dur, baisse la tête, prie Dieu et peut-être que tu survivras. C'est le conseil standard, répété comme une litanie de survie. Mais quelqu'un d'autre parle aussi. Un vieil homme nommé Francisco, qui est à Santa Luzia depuis presque 20 ans. Le nouveau, celui qu'ils appellent Benedito. Il faut qu'il sache. Ferreira l'a dans son viseur maintenant. Il va le tester, le pousser, chercher à le briser. S'il résiste, il mourra. Mais il hésite, regardant autour de lui avant de continuer. Mais si par miracle il tient bon, s'il trouve un moyen de survivre sans se soumettre complètement, alors peut-être que quelque chose va changer ici. Rien ne va changer, siffle une femme nommée Johanna. 73 personnes sont mortes depuis que Ferreira est arrivé. 73. Qui peut changer ça? Ce nouveau va mourir comme les autres, et nous allons continuer à courber la tête et à attendre notre tour. Mais dans le noir de la Senzala, certains commencent à observer Benedito avec une attention particulière. Car il y a quelque chose en lui qui ne correspond pas au profil habituel de l'esclave nouvellement acquis. Quelque chose dans sa manière de se tenir, dans son calme, dans cette absence totale de peur visible. Les jours suivants révèlent d'autres particularités. Benedito est assigné au travail des champs, le labeur le plus dur. Il se lève avant l'aube, mange sa ration en silence et part vers les caféiers avec les autres. Le travail est épuisant. Nettoyer les mauvaises herbes, cueillir les cerises de café mûres, porter des paniers de 30 kilos sur des sentiers escarpés. Tout cela sous un soleil de plomb ou sous des pluies torrentielles. Ferreira le surveille constamment pendant les premiers jours, cherchant visiblement un prétexte pour le punir. Mais Benedito ne lui donne aucune excuse. Il travaille méthodiquement, efficacement, sans se plaindre. Quand on lui donne un ordre, il obéit immédiatement. Quand on le corrige, il accepte sans protestation. Il semble s'être plié complètement aux exigences du système. Presque complètement. Car les observateurs attentifs remarquent de petites choses. La façon dont Benedito aide discrètement les plus faibles, portant furtivement une partie de leur charge quand personne ne regarde. La manière dont il partage sa ration avec ceux qui ont moins. Les regards qu'il échange avec certains. Des regards qui transmettent quelque chose. De l'encouragement peut-être, ou de l'espoir. Et puis il y a les histoires qui commencent à circuler, murmurées par ceux qui l'ont connu dans sa fazenda précédente. On dit que Benedito était respecté là-bas, pas craint mais respecté. Qu'il savait lire et écrire, chose extrêmement rare parmi les esclaves, compétences qu'il avait acquises on ne sait comment. Qu'il connaissait les plantes médicinales et soignait les malades. Qu'il était une sorte de leader naturel, quelqu'un vers qui les autres se tournaient en temps de crise. On raconte aussi qu'il avait essayé de s'échapper plusieurs fois, qu'il avait passé des mois dans les forêts, qu'il connaissait les chemins secrets vers les quilombos, ces communautés d'esclaves fugitifs cachés dans les montagnes, mais qu'il était toujours revenu se rendre volontairement, pas par peur mais pour protéger d'autres personnes qui auraient souffert de sa fuite. Les cicatrices sur son corps témoignent des punitions reçues pour ses tentatives. Si ces histoires sont vraies, elles expliquent pourquoi il inspire une crainte différente de celle qu'inspire Ferreira. Ferreira inspire la terreur de la violence arbitraire, la peur de la mort soudaine. Benedito inspire quelque chose de plus complexe. Une crainte mêlée de respect, la reconnaissance d'une force qui ne s'est jamais complètement soumise malgré toutes les tentatives pour la briser. Ferreira sent tout cela, même s'il ne peut pas l'articuler précisément. Il sent que sa domination est d'une certaine manière contestée par la simple existence de cet homme, et cela le met dans une rage de plus en plus visible. Les mois de décembre 1854 et janvier 1855 marquent le début de la saison des pluies. Le ciel se charge presque quotidiennement de nuages noirs. Les averses tombent avec une violence qui transforme les chemins en torrents de boue. Le travail devient encore plus pénible. Récolter sous la pluie, réparer les terreiros inondés, protéger les récoltes de l'humidité excessive.
C'est aussi pendant cette période que la mortalité à Santa Luzia atteint des sommets inquiétants. En décembre, 8 esclaves meurent. En janvier, 11. Les registres parlent de pneumonie, de fièvre, de noyade dans la rivière en crue. Mais les murmures dans les senzalas parlent d'autre chose. De punitions qui ont mal tourné, d'exécutions déguisées, de gens qu'on laisse dehors toute la nuit sous la pluie comme châtiment jusqu'à ce qu'ils meurent de froid et d'épuisement. Antonio Silveira commence à exprimer ouvertement ses inquiétudes. La mortalité excessive affecte maintenant les résultats de la fazenda. Remplacer des esclaves coûte cher, et avec les pressions internationales croissantes contre la traite, les prix augmentent. Il écrit au Señor d'Acosta, suggérant diplomatiquement qu'il serait peut-être temps de modérer certaines méthodes disciplinaires. Mais d'Acosta répond que la production reste excellente et que maintenir l'ordre est primordial. Si nous montrons de la faiblesse maintenant, suggère-t-il dans sa lettre, nous risquons une rébellion. Mieux vaut une discipline ferme que le chaos. Faites confiance à Ferreira, il connaît son métier. Pendant ce temps, une dynamique étrange se développe entre Ferreira et Benedito. Le contremaître multiplie les tentatives pour provoquer une réaction, pour trouver un prétexte de punition exemplaire. Il assigne à Benedito les tâches les plus dures, les plus dangereuses. Il réduit sa ration de nourriture. Il l'insulte publiquement, essayant de provoquer une réponse verbale qui justifierait une correction. Mais Benedito reste imperturbable. Il accepte les tâches impossibles et les accomplit. Il survit avec moins de nourriture en partageant ce que d'autres lui donnent discrètement. Il écoute les insultes sans broncher, gardant ce même calme qui ressemble à de l'indifférence mais qui est en réalité quelque chose de beaucoup plus puissant. Une forme de résistance psychologique que Ferreira ne parvient pas à briser. Cette résistance passive commence à avoir un effet imprévu sur les autres esclaves. Ils observent que quelqu'un peut résister à Ferreira sans mourir immédiatement. Que la terreur absolue qu'il impose n'est peut-être pas aussi totale qu'elle le semblait. Ce n'est pas encore de la rébellion, loin de là, mais c'est une fissure minuscule dans l'armure de la peur. Et Ferreira le sent. Il sent que son pouvoir, qui repose entièrement sur la terreur qu'il inspire, est en train d'être sapé de manière subtile mais réelle. Les esclaves travaillent toujours, obéissent toujours. Mais il y a quelque chose de changé dans leur attitude. Quelque chose dans leur regard, dans leur posture. En février, il décide de forcer la situation. Il choisit un jeune homme nommé Paolo, 18 ans à peine, qui s'est lié d'amitié avec Benedito. Un matin, il l'accuse publiquement d'avoir volé de la nourriture. Accusation probablement fausse, mais impossible à réfuter. La punition est immédiate. 20 coups de fouet au tronc, devant tous les esclaves rassemblés. C'est une scène qui s'est répétée des centaines de fois. Paolo est attaché au poteau, torse nu. Ferreira prend son fouet, cette lanière de cuir tressé qui siffle dans l'air avant de mordre la chair. Le premier coup tombe, puis le deuxième, le troisième. Paolo crie, supplie, mais Ferreira continue méthodiquement, comptant à haute voix. 15, 16, 17. Benedito est dans la foule, immobile. Son visage ne trahit aucune émotion, mais ses mains sont serrées en poings si forts que ses jointures sont blanches. Ferreira le regarde entre chaque coup, cherchant la réaction, attendant l'intervention qui justifierait d'étendre la punition. 18, 19, 20. Paolo s'est évanoui au 15e coup. Son dos n'est plus qu'une masse sanglante. Ferreira détache le corps inerte et le laisse tomber dans la poussière. « Portez-le au Senzala », ordonne-t-il, et que cela serve de leçon à tous ceux qui pensent pouvoir me défier. Paolo meurt 3 jours plus tard, officiellement d'une infection suite à sa punition. C'est le 74e nom sur la liste invisible. Cette nuit-là, quelque chose se passe dans les Senzala. Des murmures circulent, plus intenses qu'à l'habitude. Des regards s'échangent. Et Benedito, pour la première fois depuis son arrivée, parle longuement avec plusieurs personnes. Sa voix basse mais ferme portant dans l'obscurité. Personne ne sait exactement ce qui est dit, mais le lendemain matin, l'atmosphère a changé. C'est subtil, presque imperceptible, mais c'est là. Les esclaves se tiennent un peu plus droits.
Ils se regardent, les uns les autres, un peu plus directement. Il y a quelque chose dans l'air, une tension nouvelle qui n'est plus seulement de la peur. Ferreira le sent immédiatement. Son instinct de prédateur détecte le changement. Et il comprend que Benedito en est la cause, même s'il ne peut pas encore prouver de rébellion ouverte. Mars 1855 apporte une chaleur étouffante et une sécheresse précoce. Les pluies se sont arrêtées brusquement, laissant la terre craquelée et poussiéreuse. Le travail au champ devient un calvaire, sous un soleil qui semble vouloir calciner tout ce qui bouge. L'eau se fait rare, rationnée strictement. Les tensions montent dans toute la fazenda. C'est dans ce contexte que Ferreira intensifie sa campagne contre Benedito. Il semble obsédé par l'idée de le briser, comme si sa propre position dépendait de cette victoire symbolique. Les punitions se multiplient pour des fautes de plus en plus mineures. Un regard mal interprété, 10 coups de fouet. Un panier rempli à 98% au lieu de 100%. Une journée sans nourriture. Un mot murmuré à un compagnon. Une nuit entière au tronc sous le soleil. Benedito endure tout. Son corps porte maintenant de nouvelles cicatrices. Sa peau est brûlée par les heures d'exposition forcée au soleil. Ses côtes sont de plus en plus visibles sous la peau tellement la nourriture est rationnée. Mais il ne se plie pas. Il ne supplie pas. Il ne baisse pas ce regard tranquille qui met Ferreira hors de lui. Et ce qui rend le contremaître encore plus furieux, c'est que les autres esclaves commencent à changer. Pas de manière dramatique, pas avec des actes de rébellion ouvertes, mais ils commencent à s'entraider plus ouvertement, à partager leurs maigres ressources, à résister de petites manières, travailler plus lentement, faire semblant de ne pas comprendre les ordres, commettre de minuscules sabotages qui peuvent passer pour des accidents. En mars, 3 esclaves meurent. En avril, 5. En mai, 7. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 noms sur la liste qui ne devrait pas exister. Les registres officiels continuent à parler d'accidents et de maladies, mais même Antonio Silveira commence à s'alarmer sérieusement. Il convoque Ferreira dans son bureau, un entretien tendu où l'administrateur essaie de marcher sur la corde raide entre maintenir l'ordre et préserver le capital de la fazenda. Domingos, nous devons parler des chiffres, commence-t-il, étalant les registres sur son bureau. 89 morts en un an. C'est inacceptable. Le seigneur d'Acosta commence à poser des questions difficiles. Ferreira reste debout, les bras croisés, son visage fermé. Je maintiens l'ordre, c'est mon travail. Vous voulez que je sois plus doux? Très bien. Mais ne venez pas vous plaindre quand nous aurons une rébellion sur les bras. Il ne s'agit pas d'être doux, il s'agit d'être efficace. Tuer les esclaves n'est pas efficace. Il coûte de l'argent. Il représente un investissement. Un investissement qui ne vaut rien s'il se révolte, rétorque Ferreira. Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, Seigneur Silveira. Il y a un poison qui se répand parmi eux. Un poison nommé Benedito. Cet homme est dangereux. Pas parce qu'il fait quelque chose d'ouvertement rebelle, mais parce qu'il refuse de se soumettre vraiment. Et les autres le voient. Ils commencent à penser que c'est possible de résister. Alors vendez-le, débarrassez-vous de lui. Non. La réponse est catégorique. Je ne vais pas fuir devant lui. Je vais le briser, complètement, publiquement. Et quand je l'aurai fait, quand les autres verront même leur héros rampant à mes pieds, alors la vraie discipline reviendra. Silveira soupire, sentant qu'il ne peut pas gagner cet argument. Faites ce que vous devez faire. Mais essayez de limiter les dégâts collatéraux. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre beaucoup plus d'esclaves. Ce que ni Silveira ni Ferreira ne savent, c'est que quelque chose d'autre est en train de se développer dans l'ombre des Senzala. Benedito a commencé à organiser une forme de réseau de soutien mutuel parmi les esclaves. Rien de révolutionnaire,
Rien qui ressemble à une conspiration pour une révolte. Plutôt un système où chacun veille sur les autres, où la nourriture est partagée plus équitablement, où les forts aident les faibles, où l'information circule plus rapidement. Il enseigne aussi, en silence et par l'exemple. Il montre comment économiser son énergie pour tenir toute la journée de travail, comment soigner les blessures mineures avec des plantes trouvées en bordure des champs, comment préserver sa dignité mentale même dans les pires circonstances, comment résister sans se rebeller, comment survivre sans se soumettre complètement. C'est subtil, presque invisible de l'extérieur, mais c'est là. Et c'est en train de changer la dynamique interne de la communauté des esclaves de Santa Luzia. Si cette histoire vous donne des frissons, si vous vous demandez comment tout cela va finir, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre engagement nous aide à continuer à vous raconter ces histoires oubliées. Le mois de juin commence par un événement inhabituel. Le Seigneur d'Acosta annonce qu'il va venir passer une semaine complète à la Fazenda, accompagné de sa famille et de plusieurs invités de Rio de Janeiro. C'est une visite rare, motivée autant par les beaux résultats de production que par les rapports inquiétants sur la mortalité. La Fazenda se prépare frénétiquement. La Casa Grande est nettoyée de fond en comble, les jardins sont refaits, les installations sont réparées et repeintes. Même les senzala reçoivent un coup de pinceau, créant une façade de propreté et d'ordre qui ne correspond en rien à la réalité quotidienne. Antonio Silveira est nerveux. Il sait que les invités vont observer, poser des questions, peut-être même demander à voir les livres de comptes en détail. Il convoque Ferreira et lui donne des instructions claires. Pendant cette semaine, vous allez être le contremaître modèle. Pas de punition visible, pas de violence. Vous montrez de la discipline, mais avec retenue. Vous me comprenez? Ferreira acquiesce, mais ses yeux trahissent sa frustration. Il sent que c'est le moment où il pourrait perdre son pouvoir, où les questions pourraient devenir trop insistantes, où quelqu'un pourrait décider qu'il est devenu un problème plutôt qu'une solution. La famille d'Acosta arrive le 3 juin. Le patriarche est accompagné de son épouse Donna Amelia, une femme élégante dans la cinquantaine, de leurs 3 enfants adultes et de 2 couples d'amis venus de la capitale. Ils apportent avec eux l'atmosphère de Rio, les dernières nouvelles de la cour impériale, les ragots de la haute société. Les premiers jours se passent bien. Les invités visitent les installations, admirent les caféiers à perte de vue, assistent à des démonstrations de transformation du café. Le soir, il y a des dîners raffinés, de la musique, des conversations sur la politique et l'économie. Les esclaves domestiques servent en silence, presque invisibles dans leur efficacité. Mais Donna Amelia remarque quelque chose. Elle est plus observatrice que son mari, plus attentive aux détails humains. Elle voit la tension dans les épaules des esclaves domestiques. Elle note le silence absolu pendant le service. Elle observe les regards furtifs, la manière dont ils semblent terrorisés par la simple présence de Ferreira, qui passe régulièrement près de la Casa Grande. Le 5e jour, elle demande à son mari si elle peut visiter les senzala et l'infirmerie. C'est une requête inhabituelle, mais qui correspond à ses intérêts philanthropiques. Elle fait partie de ces femmes de la haute société qui s'intéressent à l'amélioration des conditions de vie des esclaves, dans une perspective paternaliste et religieuse. Silveira ne peut pas refuser, mais il organise la visite avec soin, s'assurant que tout est présentable, que seuls les esclaves les plus présentables seront visibles. Ferreira accompagne le groupe, son visage un masque de politesse professionnelle. C'est dans l'infirmerie, une petite pièce annexe d'une des senzala, que Donna Amelia voit Benedito pour la première fois. Il est allongé sur un lit de fortune, récupérant d'une punition récente qu'il a laissée avec des côtes fêlées. Le médecin de la Fazenda est en train d'examiner un autre patient, et personne n'a pensé à cacher Benedito. Donna Amelia s'arrête net en le voyant. Les cicatrices sur son torse, les marques fraîches, l'état de maigreur avancé. « Mon Dieu !» murmure-t-elle. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Un accident de travail, Señora » répond rapidement Ferreira. « Il est tombé d'un chariot. Nous prenons soin de lui. » Mais Donna Amelia n'est pas stupide. Elle voit les marques de fouet,
Reconnaît les signes de malnutrition délibérée. Ces marques ne ressemblent pas à des blessures de chute, dit-elle, sa voix devenant plus froide. Elles ressemblent à des punitions. Un silence tendu s'installe. Silveira intervient rapidement. « Señora, peut-être devrions-nous retourner à la Casa Grande. Le soleil est très fort. » Mais quelque chose dans le regard de Benedito a captivé Donna Amelia. Malgré son état, malgré la douleur évidente, ses yeux sont clairs, alertes. Et il y a dans son expression quelque chose qui ne correspond pas à l'image de l'esclave brisé. C'est une dignité qui ne devrait pas exister dans ce contexte. « Comment vous appelez-vous » demande-t-elle directement à Benedito. Il y a une hésitation. Les règles sociales sont claires. Un esclave ne parle pas à une dame de la haute société sans permission. Mais Donna Amelia a posé la question directement, créant une situation ambiguë. « Benedito, señora » répond-il finalement, sa voix basse mais ferme. « Depuis combien de temps êtes-vous ici, Benedito » ? « 7 mois, señora. »« Et ces blessures sont-elles fréquentes ?» Avant que Benedito ne puisse répondre, Ferreira intervient sèchement. « Señora, avec tout le respect que je dois vous demander de ne pas interroger les esclaves. Cela crée de la confusion dans la hiérarchie. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent parler qu'aux personnes autorisées. » Donna Amelia se tourne vers lui, et il y a de l'acier dans son regard. « Monsieur Ferreira, je suis l'épouse du propriétaire de cette fazenda. Je peux parler à qui je veux. » Puis, elle se retourne vers Benedito. « Répondez à ma question. » Benedito la regarde, et dans cet instant, une décision se prend. Il pourrait mentir, dire que tout va bien, préserver l'illusion. Ou il pourrait dire la vérité, sachant que cela pourrait lui coûter la vie, mais pourrait aussi changer quelque chose. « Les blessures sont fréquentes pour beaucoup d'entre nous, señora, » dit-il calmement. 89 personnes sont mortes depuis que je suis arrivé, officiellement d'accident, mais... Ça suffit. La voix de Ferreira claque comme un fouet. Cet esclave ment. Il est connu pour être un agitateur, pour inventer des histoires. Ne l'écoutez pas, señora. Mais le mal est fait. Donna Amelia a entendu le chiffre. 89 morts en 7 mois. Son visage pâlit. Est-ce vrai, Señor Silveira? 89. Silveira est pris au piège. Il ne peut pas mentir directement à l'épouse du propriétaire, mais la vérité est catastrophique. Les chiffres sont élevés, oui, mais il faut comprendre le contexte. Le maintien de l'ordre requiert 89 personnes, répète-t-elle, sa voix montant. En 7 mois, c'est monstrueux. Mon mari doit savoir cela immédiatement. Elle sort de l'infirmerie d'un pas rapide, suivie par Silveira, qui essaie de limiter les dégâts. Les autres visiteurs échangent des regards mal à l'aise. Ferreira reste immobile, son visage devenu livide, ses mains tremblant légèrement de rage contenue. Il regarde Benedito et dans ses yeux, il y a maintenant quelque chose de nouveau. Une haine pure, absolue, qui dépasse largement la simple discipline. « Tu viens de signer ton arrêt de mort », murmure-t-il, « et ce ne sera pas rapide. Cette nuit-là, une réunion urgente a lieu dans la Casa Grande. D'Acosta, Silveira, Ferreira et le médecin sont présents. Donna Amelia insiste pour assister, malgré les protestations initiales de son mari. « Montrez-moi les registres », exige d'Acosta. Silveira sort les livres de compte, les certificats de décès, tous les documents officiels. Les chiffres sont là, indéniables. 89 morts en 14 mois. Un taux de mortalité de plus de 20%. « Comment est-ce possible ?» demande d'Acosta, sa voix dure. « Comment avez-vous pu laisser cela se produire ?» Silveira essaie d'expliquer. Les nécessités de la discipline, les conditions difficiles, les maladies. Mais les excuses sonnent creuses face aux chiffres brutaux. Ferreira, lui, contre-attaque. Vous vouliez de la production. Vous l'avez eu. Les chiffres de café sont les meilleurs de la région. Vous vouliez de l'ordre. Vous l'avez eu. Pas une seule révolte, pas une seule tentative d'évasion réussie. C'est le prix de l'efficacité. Le prix est trop élevé, dit Donna Amelia fermement. C'est de la barbarie pure.
Nous sommes des chrétiens. Nous avons une responsabilité envers ces âmes, même si elles nous appartiennent légalement. Ce sont des esclaves, rétorque Ferreira. Des biens, des outils. Si un outil se brise, on en achète un autre. Le silence qui suit est glacial. Même Da Costa, qui a pourtant défendu Ferreira jusqu'ici, semble mal à l'aise avec cette formulation si crue. Je pense, dit finalement Da Costa, pesant ses mots, que nous devons reconsidérer nos méthodes. Ferreira, vous avez fait du bon travail, mais peut-être qu'il est temps d'ajuster votre approche. Plus de mesures, moins de... Non. La voix de Ferreira est plate, définitive. Je ne vais pas changer mes méthodes parce qu'une dame de la capitale a eu les vapeurs en voyant des esclaves punis. Si vous voulez que cette fazenda reste productive, si vous voulez que ces animaux continuent à obéir, alors vous me laissez faire mon travail. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre et regardez votre propriété sombrer dans le chaos. C'est une déclaration audacieuse, presque insubordonnée. Un contremaître ne parle pas ainsi à son employeur, mais Ferreira joue sa dernière carte, pariant que Da Costa n'osera pas le renvoyer par peur des conséquences. Il se trompe. Da Costa, influencé par sa femme et conscient que la situation est devenue intenable, prend une décision. Vous êtes renvoyé, Ferreira. Prenez vos affaires et quittez cette fazenda demain matin. Silveira, vous superviserez directement les contremaîtres adjoints en attendant que je trouve un remplaçant. Le visage de Ferreira devient cramoisi. Vous faites une erreur, dit-il d'une voix basse et menaçante. Une grosse erreur, mais très bien. Je pars. Mais avant de partir, j'ai une dernière chose à faire. Un dernier devoir, en tant que contremaître de cette fazenda. Il sort de la Casa Grande avant que quiconque puisse réagir, se dirigeant d'un pas rapide vers les Senzala. Da Costa et Silveira échangent un regard inquiet et se précipitent à sa suite, comprenant trop tard ce qui va se passer. Ferreira arrive au Senzala comme un ouragan. Il porte son fouet à la ceinture et un gourdin à la main. Les esclaves, qui étaient en train de prendre leur maigre repas du soir, se figent en le voyant. Il y a quelque chose dans son expression, dans sa démarche, qui annonce une violence imminente. « Benedito » rugit-il, « sors de là, maintenant !» Benedito apparaît à l'entrée de la Senzala. Il se tient droit malgré ses côtes fêlées, malgré la faiblesse causée par les privations. Les deux hommes se font face dans la lumière déclinante du soir, entourés par un cercle grandissant d'esclaves et d'employés, attirés par les cris. « Tu as détruit ma vie », dit Ferreira, sa voix tremblant de rage. « Tu es arrivé ici avec ton attitude, ton refus de te plier, et tu as tout gâché. Eh bien, tu vas payer pour ça. Tu vas payer pour chaque mort, pour chaque problème, pour chaque moment où tu as osé me regarder comme si j'étais ton égal. » « Je ne vous ai jamais regardé comme mon égal, » répond Benedito calmement. « Je vous ai regardé comme un homme qui a oublié qu'il était humain, comme quelqu'un qui s'est transformé en monstre en pensant que c'était de la force. » La foule retient son souffle. Personne n'a jamais parlé ainsi à Ferreira. C'est une insubordination totale, un défi direct qui dans le système de la plantation équivaut à une sentence de mort. Ferreira lève son gourdin. « Je vais te briser. » Lentement, et quand tu seras à genoux, suppliant, pleurant comme tous les autres, alors seulement je te tuerai. Il se lance en avant, frappant avec une force née de mois de frustration accumulée. Benedito essaie d'esquiver, mais ses côtes blessées le ralentissent. Le gourdin le frappe à l'épaule, un coup assommant qui le fait vaciller. Ferreira frappe à nouveau, visant la tête. Mais cette fois, Benedito attrape le gourdin en plein vol. Ses mains se referment sur le bois, et malgré la douleur, malgré la faiblesse, il tient bon. Les deux hommes luttent pour le contrôle de l'arme, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Lâche ça !» gronde Ferreira. « Tu ne fais qu'empirer les choses. »« Non !» dit Benedito. « Plus maintenant, plus jamais. » Il tire brusquement le gourdin, déséquilibrant Ferreira. Puis, dans un mouvement fluide né d'années de travail physique intense, il arrache l'arme des mains du contremaître et la jette au loin. Ferreira recule, surpris.
Pour la première fois en des années, il fait face à quelqu'un qui refuse de se soumettre, qui peut et va se défendre. Et il réalise qu'il est devant tous les esclaves de la fazenda, devant Silveira et d'Acosta qui viennent d'arriver en courant et qu'il est en train de perdre ce combat. Il tire son fouet, le fait claquer dans l'air. Arrière, reculez tous ou je. Ou vous quoi? La voix vient de la foule des esclaves. C'est Francisco, le vieil homme qui a accueilli Benedito à son arrivée. Vous allez nous tuer? Vous nous tuez déjà. Vous avez tué 89 d'entre nous. Qu'est-ce qui nous retient encore? Un murmure parcourt la foule. D'autres voix s'élèvent, timidement d'abord, puis avec plus de force. Des noms sont prononcés. Les noms des morts. Une litanie qui gonfle comme une vague. Thomas, João, Maria, Fernando, Catarina, Paolo. 73 noms sont scandés, 73 vies rappelées à la mémoire collective. Et avec chaque nom, la foule se rapproche imperceptiblement de Ferreira, qui recule maintenant vers la Casa Grande. D'Acosta comprend que la situation est en train de basculer vers quelque chose de dangereux, de potentiellement catastrophique. « Arrêtez !» crie-t-il avec toute l'autorité de sa position. « Arrêtez immédiatement! Tous dans les sensalas! Ferreira, vous partez ce soir, pas demain. Maintenant, Silveira, allez chercher ses affaires. » Mais Ferreira ne veut pas partir. Il veut sa revanche. Il se retourne vers Benedito, le fouet levé, et frappe. La lanière de cuir siffle dans l'air et s'enroule autour du bras de Benedito. Ferreira tire, essayant de le déséquilibrer, de le traîner au sol pour le frapper jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce qui se passe ensuite devient flou dans les témoignages. Certains disent que Benedito a simplement tenu bon, que ses pieds sont restés plantés dans le sol comme des racines. D'autres disent qu'il a tiré sur le fouet avec une telle force que Ferreira a été projeté en avant. D'autres encore parlent d'autres esclaves qui ont saisi le contremaître, l'ont immobilisé, l'ont empêché de continuer son attaque. Ce qui est certain, c'est que Ferreira se retrouve au sol, désarmé, entouré d'une foule silencieuse d'esclaves dont les visages ne trahissent aucune émotion. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. La peur. La peur pure et viscérale d'un homme qui comprend qu'il a poussé trop loin, qui réalise qu'il est seul face à des centaines de personnes qu'il a torturées pendant des années et qui n'ont maintenant plus rien à perdre. « Ne le touchez pas », dit Benedito, sa voix portant dans le silence. « Nous ne sommes pas comme lui. Nous n'allons pas devenir des monstres pour combattre un monstre. » Il tend la main vers Ferreira, l'aidant à se relever. C'est un geste d'une puissance symbolique énorme, un refus de descendre au niveau de son oppresseur. Ferreira se remet debout, tremblant, humilié, vaincu non par la violence, mais par la dignité de celui qu'il pensait avoir brisé. « Partez », dit Benedito, « et ne revenez jamais. » Ferreira part dans la nuit, escorté par Silveira jusqu'aux limites de la propriété. Il ne reviendra jamais. Les registres municipaux indiquent qu'il quittera la région peu après, disparaissant dans l'anonymat des villes côtières. Certains disent qu'il est mort quelques années plus tard dans la misère, d'autres qu'il a recommencé ailleurs, sous un autre nom. Personne ne sait vraiment. Les semaines qui suivent le départ de Ferreira sont étranges. D'Acosta reste plus longtemps que prévu à la fazenda, supervisant personnellement la transition. Il nomme un nouveau contremaître, un homme plus jeune recommandé par le prêtre local, avec des instructions explicites de maintenir la discipline sans recourir à la violence excessive. Les conditions s'améliorent, marginalement. Les rations sont légèrement augmentées. Les heures de travail sont réduites d'1 heure par jour. Un vrai médecin est embauché à temps plein. Les punitions physiques ne sont autorisées que dans des cas extrêmes et avec l'approbation de l'administrateur. C'est encore l'esclavage. C'est encore l'oppression, l'exploitation, l'injustice fondamentale d'un système où des êtres humains sont traités comme des biens. Mais c'est légèrement moins brutal qu'avant. Les morts cessent d'être quotidiennes. La terreur constante se transforme en une vigilance plus normale, plus supportable. Benedito reste à la fazenda. Il devient une sorte de leader informel parmi les esclaves, quelqu'un que les autres écoutent, respectent.
Il continue à organiser discrètement des systèmes de soutien mutuel, à enseigner, à maintenir vivante l'idée qu'être esclave ne signifie pas abandonner son humanité. En 1858, 3 ans après les événements, les archives mentionnent que Benedito a reçu sa lettre d'affranchissement. Les circonstances exactes ne sont pas claires. Certains documents suggèrent qu'il a acheté sa liberté avec de l'argent économisé mystérieusement. D'autres suggèrent que c'était un cadeau de Donna Amelia, qui aurait maintenu une correspondance avec certains esclaves de la fazenda et aurait persuadé son mari d'accorder la liberté à quelques individus méritants. Quoi qu'il en soit, Benedito quitte Santa Luzia en homme libre. Les témoignages de l'époque le perdent ensuite de vue. Certains disent qu'il est parti vers le nord, vers les quilombos des montagnes où les esclaves fugitifs construisaient leur propre communauté. D'autres disent qu'il est resté dans la région, travaillant comme ouvrier libre et aidant d'autres esclaves à obtenir leur liberté. Ce qui est certain, c'est que son influence persiste. Les esclaves de Santa Luzia, même après son départ, maintiennent les systèmes qu'il a établis. Ils s'entraident, résistent de petites manières, préservent leur dignité, et il raconte son histoire, transmise de génération en génération, l'histoire de l'homme qui a tenu bon face au pire que le système pouvait lui infliger. La fazenda Santa Luzia elle-même survivra jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1888. Quand la loi Auréa est promulguée, libérant tous les esclaves du Brésil, la propriété emploie encore près de 300 personnes en esclavage. Beaucoup resteront travailler comme ouvriers salariés, n'ayant nulle part où aller. D'autres partiront chercher une nouvelle vie ailleurs. Aujourd'hui, la fazenda n'existe plus. Les bâtiments ont été détruits ou sont tombés en ruine. La forêt a repris ses droits sur les anciens champs de café. Il ne reste que quelques fondations de pierre et ce petit cimetière à l'écart où sont enterrés les esclaves morts pendant la période de production. Aucune pierre tombale ne marque leur sépulture. Leurs noms sont oubliés de tous, sauf des archives poussiéreuses. Mais le document incomplet, celui qui recense les 73 noms avec la même annotation répétée, celui avec la note griffonnée dans la marge, celui-là survit. Enfoui dans les archives municipales de Vassouras, attendant qu'un chercheur le découvre, se demandant ce qui a pu se passer pour qu'un contremaître tue autant de personnes en si peu de temps, et ce qui a pu le pousser à affronter finalement l'esclave le plus redouté de la plantation. Cette histoire est-elle vraie ? Les archives existent, les dates correspondent à des périodes réelles de l'histoire du Brésil, et les pratiques décrites étaient malheureusement communes dans les plantations de la vallée du Paraíba. Mais Benedito a-t-il vraiment existé? Ferreira était-il un homme réel ou une synthèse de plusieurs contremaîtres brutaux? Les 73 noms sont-ils une exagération ou une sous-estimation? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. L'histoire de l'esclavage au Brésil est pleine de trous, de documents perdus, de témoignages jamais enregistrés. Ce que nous savons, c'est que des hommes comme Benedito ont existé, que des résistances comme la sienne ont eu lieu, que la dignité humaine a survécu même dans les conditions les plus inhumaines. Vous pensez avoir découvert la vérité complète? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires oubliées. Et partagez avec ceux qui doivent se souvenir que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle le paraît.